Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Les Re-Remarques, votre podcast fantasy, romantasy et littérature de l'imaginaire, présenté par Iris et Kellen. Cette phrase, elle était une violence, je trouvais, dans le livre. Ouais, c'est pas mal. Au sommaire de cet épisode, Iris va revenir sur une série qu'elle a dévorée ces derniers jours, la trilogie Divine Darkness d'Anatrice, sortie chez Hugo Roman dans la collection Romantasy. Quant à moi, après pas mal d'hésitations, j'ai décidé de vous parler d'un roman qui m'a particulièrement touchée, The City in Glass de Niveau. Pour l'épisode précédent, quelques jours avant notre enregistrement, j'ai demandé à Iris ce qu'elle comptait chroniquer. Tu m'avais répondu que tu voulais chroniquer Divine Darkness, et finalement, au dernier brief avant enregistrement, tu m'as dit vouloir repousser la chronique et plutôt chroniquer Un thé avant la tempête. J'aurais dû me douter que c'était parce que tu étais en train de finir la trilogie et que tu voulais nous en parler dans son entièreté. Du coup, j'imagine que ta review va être très positive. Avant que tu nous l'explicites, je veux bien que tu nous fasses un topo sur la série et l'autrice, qui, contrairement à ce que peut faire penser le titre de la série, est francophone. Cocorico. Parce qu'il me semblait que le premier tome était sorti en octobre 2024, et pourtant la trilogie est déjà complète. Pour commencer, j'ai découvert Anatrice avec des reviews sur les réseaux sociaux, mais aussi sur la plateforme Booknode. Je cherchais une dark fantasy avec des dragons et une romance. Ce devait être juillet 2024 et j'ai donc attaqué la Guilde des Ombres. J'ai dévoré la série et j'ai eu un coup de cœur pour Panama, l'héroïne du livre. Je vous le donne dans le mille, c'est une femme qui casse des bouches. On l'a vue évoluer, grandir, puisqu'on la découvre à l'entrée de l'adolescence. L'autrice aborde des thématiques comme le passage à l'âge adulte, la parentalité ou encore le deuil. L'univers de la Guilde des Ombres était hyper riche et j'ai adoré le découvrir. Divine Darkness de Anatrice est donc une trilogie sortie chez Hugo Roman entre le 16 octobre 2024 et le 4 décembre 2024. Ce qui est assez court et très récent. On y découvre les contrées fédriques, un monde régi par les dieux, les Fédras, et peuplé de créatures fantastiques, les Polytres. Les humains se sont isolés sous terre et vivent en autarcie. Danae est la princesse du royaume des sous-sols unis, le royaume des humains. Elle vit une double vie entre le palais et les rues de la ville. Sous l'identité de renard, elle dérobe les biens des plus riches pour les redistribuer aux pauvres. C'est un clin d'œil au personnage de Robin des Bois, qui est incarné par un renard dans son adaptation Disney. Comme toute princesse, elle est initialement promise à un noble du royaume humain, afin de consolider des alliances préexistantes déjà. En outre, Danae, tu es une sotte égocentrique. Assume ton étiquette, c'est toi qui l'as collée sur ton front, par tes écarts de conduite. Sa destinée est troublée lorsqu'elle est attaquée par une entité maléfique et son garde du corps violemment assassiné sous ses yeux. Un émissaire de Sun, le Fédra du jour, se présente au palais le jour suivant pour proposer à Danae de participer à la parade nuptiale. Sun cherche une épouse et les familles de tout son royaume présentent leur fille en espérant qu'elle soit choisie. Cette manœuvre n'est qu'une manipulation afin de mettre la main sur Danae et ses pouvoirs dont elle ignore tout. Donc du coup, en fait, ça fait 2 fois qu'on chronique un bouquin où on a un personnage principal qui va participer à un tournoi pour la main d'un homme. Alors, oui, mais non. C'est là qu'est toute la différence entre Divine Darkness et le Roi Dragon. En fait, ici, le tournoi n'est qu'un prétexte pour récupérer Danae, et en fait, le tournoi, juste n'existe pas. Ah voilà, parfait pour cette clarification. Je te laisse donc continuer. Je vais spoiler le tome 1 et le tome 2, donc attention si vous souhaitez garder le suspense. Nous apprenons donc que Danae possède la capacité de reproduire les pouvoirs des créatures autour d'elle. Cette capacité vient de la réincarnation de la Fédra des voleurs, Lila, dans le corps de Danae. Danae bénéficie des pouvoirs de Lila, mais aussi de flashbacks, ce qui permettra de faire grandement avancer le récit parfois. Bon, par contre, revenons au pitch de Divine Darkness parce que je vois que tu t'éparpilles. Ce n'est pas ma faute, chroniquer une trilogie me pousse parfois à m'étendre un petit peu. Un tout petit peu, oui. Beaucoup, tu veux dire. D'accord, je l'avoue. Bien, revenons-en au pitch. Sur la route vers le royaume de Sun, donc le Fédra du soleil,
Le convoi de Danae est attaqué par Knight en personne, le Fedra de la nuit. Knight enlève Danae tel un véritable gentleman. Bien entendu, c'est une plaisanterie. Arrivée à son palais, elle fait la rencontre du conseil restreint de Knight, Amber Lee, une vampire, Eileen Reed, un elfe, et Quinn, le loup-garou. Knight propose alors un accord visant à déclencher une guerre contre Sun. Pour éviter la destruction des humains par Sun, Danae accepte de jouer le rôle de sa maîtresse en public et d'intégrer sa cour. La validation de l'accord par Danae vient du fait qu'elle a été trompée par les mensonges de Sun et, en plus, ensorcelée afin de devenir la marionnette du dieu. Alors, ok, par contre, encore une fois, on parlait de romantiser dans ton pitch, c'est pas tout à fait évident. J'y viens. Danae et Knight se prennent finalement un peu trop au jeu du fake dating et finissent par dépasser les limites du contrat. Ils tombent follement amoureux et entament une relation très intense. Cette relation n'est pas sans vague entre eux. Knight cache de nombreux secrets, ce qui va éloigner Danae par certains moments. Ok, je vois du coup le côté romantasy. Est-ce que tu peux nous parler, puisque je sais que c'est vachement important, des tropes qu'aborde le roman ? Alors, comment résumer la relation entre Danae et Knight ? C'est juste un enemies, two allies, two lovers, two enemies, two lovers. Je suis une immense fan d'Enemies to Lovers et j'ai adoré leur histoire. Leur relation prenait son temps et c'était assez rafraîchissant. Et à côté de ça, leur relation est hyper intense. Il y a quand même pas mal de scènes de smut, donc le livre s'adresse bien entendu à des adultes. Puis j'attirai son visage vers le mien pour l'embrasser, à en égarer mon âme et mon esprit. Le livre s'adresse d'autant plus à des personnes adultes car il y a des scènes assez graphiques et violentes. À la fin du tome 3, Danae a une véritable prise de conscience de l'horreur que sont la guerre et les champs de bataille. Habituellement, les romantaisies sont plutôt détachées de ces émotions, de cette prise de conscience. Je trouve que c'est important, notamment quand on est sur un livre adulte qui aborde des scènes violentes. On peut dire que Divine Darkness est une bonne introduction à la romantaisie adulte pour ces éléments. Et est-ce que du coup il y a des points négatifs que tu avais envie d'aborder dans ta chronique ? Alors oui, j'ai une première réflexion par rapport au trio Danae, Sun et Knight. J'ai été un peu refroidie par le cliché du dieu du soleil qui est maléfique et le dieu de la nuit qui est finalement plutôt gentil. On est un peu sur le cliché qu'on pouvait avoir dans Un palais de roses et d'épines de Sarah J. Maas par rapport aux 3 personnages. Après, ça reste des archétypes de personnages plutôt classiques. J'ai moins accroché personnellement sur le tome 3. La première partie m'a paru un petit peu chaotique. Je ne suis pas fan de bataille finale et je pense que c'est parce que aussi j'ai une préférence pour les complots, les duels et les assassinats plutôt que les grandes batailles rangées ou les sièges. La disparition de Lila était simple et attendue. Lila n'avait pas pour vocation à cohabiter pour toujours avec Danae, donc c'était cohérent aussi de la faire disparaître. De plus, je suis sceptique par rapport à l'utilisation du voyage dans le temps. Je sais pas trop quoi en penser, ni en positif, ni en négatif. Et puis je suis une scientifique dans l'âme, donc les voyages dans le temps, ça passe ou ça casse en fonction des explications. Ici, c'était peut-être de trop, mais il fallait bien terminer la trilogie et ne pas la faire traîner en longueur. Si tu acceptes de rester à mes côtés et de m'épouser, je m'engage sur les étoiles et sur la lune à te montrer ce que j'éprouve pour toi, par des actes de foi quotidiens. De manière générale, j'ai adoré les phases d'espionnage et de contre-espionnage. J'ai vraiment aimé la fin du tome 2 qui finit vraiment en apothéose. On a un retournement de situation qui semble rebattre complètement les cartes de l'intrigue. La dualité intérieure entre Danae et Lila était vraiment cool à lire. Je craignais que ça rende la lecture moins lisible, mais c'était vraiment bien fait et ça ne m'a pas posé de problème dans mon expérience de lecture. J'ai vraiment bien aimé Divine Darkness et ses personnages, mais peut-être pas à la hauteur de la Guilde des Ombres. Ça me paraît logique parce qu'on a plus de contenu sur la Guilde que Divine Darkness. Divine Darkness plaira aux amateurs et amatrices de romantasy plutôt adultes. Je vous le conseille franchement. C'est une bonne alternative à Un palais de roses et d'épines. On a un Enemies to Lovers, un beau brin ténébreux, une héroïne qui se bat et un univers développé. Je vous invite aussi vivement à lire La Guilde des Ombres qui a été un coup de cœur pour moi.
Hélène, tu évoquais en ouverture que tu avais pas mal hésité sur ta chronique à présenter. Comment ça se fait ? Eh bien, je me suis pas mal demandé depuis le lancement du podcast, en fait, comment j'allais traiter les romans que je lis en anglais et qui représentent, je pense, 80 à 90% de mes lectures. Est-ce que j'attends leur traduction ? Pour certains titres, je sais qu'elle arrive, pour d'autres, j'en ai aucune idée, voire depuis le temps, je pense que c'est mort. C'est vrai qu'on mentionne quand tu as lu le titre en VO. C'était le cas pour Un thé avant la tempête, Le familier ou encore Un passé englouti. Exactement, et du coup c'est vrai que c'était bien tombé. Dans le cadre de mon travail, comme pour mon plaisir, je trouve ça important de rester à l'écoute de ce qui se fait en VO, ça me permet de bien suivre les tendances du marché. Et puis lire en anglais les livres attendus, ça me permet aussi d'anticiper le contenu sympa à faire pour le podcast ou pour mes réseaux littéraires perso. Et puis j'aime bien lire en anglais et ne pas être tributaire de traductions qui parfois me posent vraiment problème. Le vrai problème, c'est quand le titre n'est pas encore disponible en français, quand je ne sais pas du tout quand il sortira, ou que la date est un peu loin et que j'ai vraiment envie d'en parler. Pour certaines maisons d'édition qui font un super travail, j'ai vraiment envie d'attendre la sortie de la traduction pour faire de la pub pour le titre au bon moment. Du coup, j'essaierai de pas trop parler de livres uniquement disponibles en anglais, mais j'avais vraiment envie de vous parler de The City in Glass de Nivo. Nivo est une autrice américaine qui a reçu en 2021 le prix Hugo de la meilleure novella pour L'impératrice du sel et de la fortune, disponible en français aux éditions La Talente, dont on parlera bientôt sur ce podcast parce que c'est une série de novellas absolument incroyable. Elle est aussi l'autrice de The Chosen and the Beautiful, Les Beaux et les Élus, toujours aux éditions La Talente, une réécriture queer et fantastique, de Gatsby le Magnifique de F. Scott Fitzgerald. The City in Glass est un roman court d'un petit peu plus de 200 pages, donc trop pour être qualifié de novella. On y découvre la démone Vitrine qui, dans l'ombre, veille sur la cité d'Azril, sa cité dont elle est au fond l'âme, ayant influencé au cours des siècles et y ayant vécu, aimé et souffert avec ses habitants. Elle est un peu l'équivalent de la sainte patronne de la ville sans que les habitants n'en aient jamais eu conscience. Jusqu'au jour où une cohorte d'anges décide de rayer cette ville de la carte avec tous ses habitants. Folle de douleur, elle va maudire l'un des anges responsables, qui se verra désormais condamné à l'exil loin des siens et qui va être témoin du deuil terrible de la démone et de son acharnement à rebâtir la cité. C'est par les yeux de Vitrine que l'on va suivre le récit, et c'est une véritable lettre d'amour à une ville et à ses habitants. Et si j'aime quand la ville où se passe l'intrigue devient un personnage à part entière, ce que réussit par exemple avec brio La Tour de Garde ou Une valse pour les grotesques, The City in Glass pousse vraiment encore plus loin. Tu me disais en débrief que ça faisait quelque part écho avec tes études d'archéologie et que c'était un des points qui t'avait vraiment touché. C'est vrai que j'ai trouvé un écho, presque une dimension archéologique dans ce roman, avec ce récit de villes détruites, effacées de la terre puis de la mémoire des hommes, leur lent retour, la reconstruction d'une ville qui ne sera jamais vraiment la même, et encore hantée par celle qu'ils ont oubliée. J'ai été terriblement touchée par ce démon qui hante les ruines familières qui peu à peu s'effacent, alors que le temps n'a aucune prise ni sur elle ni sur sa douleur. Qui va du coup trouver des individus exceptionnels et les épauler sur le chemin de la grandeur, qu'elles soient d'ailleurs positives ou négatives, et qui eux-mêmes vont donner forme et vie à cette ville nouvelle. Parfois, du coup, elle va les suivre au fil des générations, reconnaissant les qualités de leurs aïeux ou au contraire étant surpris de leurs différences. Le tout est évidemment porté par une poésie et une beauté dans la langue qui m'a vraiment enchantée et qui donne à tout le récit un onirisme fou. C'est probablement ce que je retire particulièrement, et j'ai pour une fois relevé pas mal de passages qui m'ont vraiment retourné. Et puis, je ne veux pas trop spoiler, mais je crois que c'est une des rares fois où je vois une romance me toucher à ce point, avec un véritable enemies to lovers entre un ange et une démone. Une romance qui prend son temps et qui prend littéralement des siècles, comme il se le doit à mon sens. Wouhou! Une relation qui donc se développe avec pudeur, avec des émotions à la hauteur de ce qu'on imagine quand on parle d'anges et de démons, donnant lieu à des scènes qui m'auront vraiment marqué. Le point faible éventuellement sera peut-être que tout le monde n'accrochera pas aux personnages, qui sont tenus éloignés de nous par leur statut, mais je les ai quand même trouvés terriblement touchants. Explorer ce que veut dire l'amour, la haine, la loyauté et la perte pour des êtres immortels est vraiment fascinant, et Nivo le réussit avec brio. Si vous avez besoin d'une intrigue poussée avec des développements, des rebondissements et des choses qui se passent, The City in Glass est plus un roman d'ambiance plus que d'intrigue avec un côté un peu no plot, just vibe. Il faudra pas attendre de l'action, c'est un roman qui prend son temps malgré ses 200 pages.
Il s'agit plutôt d'exploration littéraire, très littéraire, qui développe le passage du temps et le cycle inlassable et immuable de la vie et de la mort, de la destruction et de la reconstruction. C'était beau, c'était lyrique, captivant, nostalgique et surtout envoûtant. Bon, et du coup, est-ce qu'on aura le roman en VF ? Je n'ai pas techniquement d'informations là-dessus, mais j'ai peu de doutes sur le fait que la Talente traduira The City in Glass comme il l'avait fait avec brio pour les archives des collines chantantes et Les Beaux et les élus de la même autrice. Merci de nous avoir suivis pour ce 7e épisode. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, mais aussi sur notre site internet les-remarques.fr. Le podcast est accessible depuis notre site et toutes les plateformes de podcast.